Alors Cécile Souchon, hein, on la connaît bien, donc elle est membre de la Société historique de Haute-Picardie. Elle a été pendant longtemps directrice des archives départementales de l'Aisne, mais un jour elle a décidé de nous quitter et elle est partie à Paris, où elle s'est occupée aux archives nationales, où elle a été responsable du département des cartes et plans des archives nationales. Donc elle était tout à fait prédestinée pour nous parler des globes de Coronelli. Alors moi, vous me parlez de prédestination en plus. Formidable. Voilà. Alors, attendez, est-ce que ça marche ça? Moi, je ne sais pas faire marcher ces machins-là. Oui, voilà. Allez. Bon, César, vous l'avez de tous les côtés. Voilà. Merci. Donc, César d'Estrées, dont je vous rappelle les dates, 1628-1714. Donc tout le règne de Louis XIV plus un bon bout de celui de Louis XIII. On l'a dit, il appartient à une très grande famille établie donc dans le Soissonnais qui a atteint ce réseau de la haute noblesse au XVIIe siècle. Son arrière-grand-père, je le rappelle parce que c'est le premier à avoir acquis des biens sérieux dans notre actuel département. Donc son arrière-grand-père Jean d'Estrées a participé aux guerres d'Italie menées par Louis XII et François Ier. Il a fortifié la Picardie, créé entre autres le fort du Catelet, assuré la charge de grand maître de l'artillerie et commencé à acquérir en tout cas de nombreuses seigneuries, dont celle de Queuvre, qui est la plus connue, et puis Loître, et puis d'autres. Et si on fait attention aux prénoms de ses descendants, Hannibal, César, etc., ces prénoms me semblent souligner l'attachement de la famille aux références antiques et aux valeurs culturelles qu'a pu raviver la Renaissance. Donc César, fils de François Hannibal et neveu de Gabriel d'Estrées, on l'a déjà dit, brillant élève des Jésuites, docteur en théologie en Sorbonne, est nommé donc évêque de Laon à 27 ans en 1655. Évêque de Laon, ça veut dire qu'il devient, par cette nomination, duc et pair de France, le second derrière l'archevêque de Reims dans l'ordre protocolaire de la cour de France. Si jamais il y avait un couronnement royal, il serait concerné en second par ce couronnement. Ça n'a pas eu lieu, mais ça aurait pu. Il est donc titulaire très jeune des abbayes de Longpont et de Saint-Nicolas-au-Bois qu'il rachète à son frère Louis en 1656, et on l'a déjà dit, il finira par obtenir l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire c'est déjà une grande abbaye, mais c'est surtout un énorme revenu. Et il attend longtemps, à son goût du moins, c'est ce qu'il dit, pour être élevé par le pape Clément X au rang de cardinal, ce qui se fait en plusieurs années entre 1671 et 1674. Alors dans sa jeunesse, ça c'est dans Monsieur Buffenoir qui l'écrit, et je crois que c'est assez facile de le vérifier, dans sa jeunesse, César d'Estrées s'est beaucoup plus intéressé à la vie mondaine et parisienne il est beaucoup plus intéressé par ça que par son évêché. Il fréquente les hommes de lettres, les philosophes, on l'a dit, Descartes, Gassendi, etc., les savants et les femmes. Il n'a rien fait publier, mais il devient tout de même membre de l'Académie française dès 1656 parce qu'on trouve qu'il s'exprime bien. Et il soutiendra 20 ans après la jeune Académie de Soissons lorsqu'elle va se créer en 1674. Je pense pourtant qu'il est marqué sans doute comme beaucoup d'autres membres du clergé catholique par les prescriptions du Concile de Trente, et il deviendra, comme vous l'avez entendu, et moi aussi, un grand évêque de Laon. Son action a laissé des traces visibles jusqu'à aujourd'hui à Laon, et il y a des tonnes d'aspects de sa vie dont on a été éclairé cet après-midi qui nous montrent la complexité de ce personnage. Donc sa vie se partage entre la cour, les ambassades dont il est chargé par le roi à Rome ou en Espagne, en raison de ses capacités reconnues, entre autres cette facilité de changer de langue,
Les réseaux intellectuels et savants mis en place par Colbert et par le roi, puisqu'il est contemporain de la création de l'Académie des sciences, de l'Académie française et de toute une quantité de réseaux intellectuels. Il s'intéresse aussi et à sa famille, certainement, et à son diocèse. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec les globes de Coronelli ? Eh bien, en 1679, César d'Estrées est chargé par Louis XIV, on l'a dit aussi, d'une ambassade extraordinaire à Rome, où il va aller rejoindre son frère, qui est, lui, l'ambassadeur en titre, Hannibal François II. Alors, je rappelle simplement que pendant que se développe la splendeur naissante du règne du roi Soleil, les relations diplomatiques avec le Saint-Siège ne sont pas particulièrement pacifiques au long du XVIIe siècle. Entre Louis XIV et les papes qui se succèdent, César d'Estrées, comme d'autres émissaires, interviendra lors de plus d'une négociation d'importance, car Église romaine et Église gallicane ne sont pas en bons termes. Le voyage jusqu'à Rome, au départ de Paris, est un long déplacement qui ne se fait pas en un jour, et l'une au moins des étapes possibles se situe sur les terres de Ranuccio de Farnèse, dont on a vu plusieurs fois le nom, duc de Parme et de Plaisance, qui montre à ses hôtes et visiteurs, entre autres belles pièces conservées dans sa bibliothèque, d'admirables globes de 1,75 m de diamètre. Alors ce prince dirige un État qui présente une position géographique stratégique et la France a l'air de tenir à son alliance. Il est certainement celui qui a donné à César d'Estrées l'idée d'offrir à son tour des globes, mais beaucoup plus grands et beaucoup plus beaux, à Louis XIV, alors dans la pleine gloire que lui a procuré la paix de Nimègue qu'il vient de faire signer. Par cette paix, enfin, le royaume de France peut souffler et l'on peut penser au commerce, aux sciences, aux arts, à tout ce qui est bien dans la vie. César d'Estrées fait appel, donc, ayant vu ces grands globes chez Farnèse, au créateur de ces globes. Et, je ne sais pas si ça marche ce truc. C'est là ? Voilà. Bon, d'accord. Il fait donc appel à un franciscain de Venise qui a commencé très jeune à faire des apprentissages de graveur, d'astronome, de géographe, de fabricant de globes et qui finira entre guillemets encyclopédiste. Il s'agit de Vincenzo Coronelli, un curieux personnage qui a mené une vie de savant respectable, mais qui n'a pas connu de son vivant le grand succès qu'il espérait de ses réalisations. En 1681, à la demande de César d'Estrées, Coronelli vient s'installer, parce qu'il ne savait pas très bien comment faire pour utiliser les talents de Coronelli. Donc César d'Estrées l'invite et Coronelli vient s'installer avec des collaborateurs, dont un autre franciscain, Giambattista Moro, rue Barbette, dans le Marais, à Paris, à 100 mètres à vol d'oiseau des Archives nationales actuelles. Et plus précisément dans l'hôtel d'Estrées, où on lui a fait la place nécessaire. En 1683, donc 2 ans après, Coronelli, avant de repartir pour l'Italie, achève la construction de ces 2 grands globes. L'ornementation manuscrite n'est pas encore totalement terminée et il faudra, dans les années qui suivent, quelques restaurations de détails, mais à 90%, si vous voulez, la totalité du décor est posée. Les globes vont être ensuite transférés en 1689 en l'hôtel de Lyon. On a déjà entendu ce nom. C'est lié à la famille d'Estrées, rue Neuve des Petits Champs, nouvelle résidence parisienne des d'Estrées, qui a été achetée par un neveu du cardinal. Les globes sont des
pièces conséquentes. Les deux sphères sont en bois. Elles mesurent 382 cm de diamètre, c'est-à-dire à peu près 4 mètres, à 20 cm près. 382 cm de diamètre. Elles pèsent chacune environ 2 tonnes, sans pied ni socle. Alors je vous ai mis là une photo d'un globe, c'est le globe terrestre, dans son socle, enfin sur son socle, son pied est en bronze et l'emmarchement est en marbre et tout le Bataclan autour est en cuivre doré. Et lorsque on pèse le tout avec tout ce matériel de présentation, chaque globe pèse 23 tonnes. Donc c'est quand même assez conséquent. On peut comparer ces globes à des sortes de tonneaux, comme des tonneaux. C'est un peu le même principe de construction, si vous voulez, en 2 hémisphères amovibles pour permettre le transport. Quand on les transporte, à cette époque-là, en tout cas, on les transporte par moitié. Et ils tournent, lorsqu'ils sont assemblés, autour d'un axe central à l'intérieur, qui est en bois et en métal. Alors, sur les globes, il y a des trous d'aération qui facilitent la circulation de l'air, et il y a même une trappe par laquelle un homme peut entrer dans les globes, et il y a de la place, c'est une chambre à coucher si on veut, et ils peuvent entrer à l'intérieur pour vérifier si tout va bien, et éventuellement, si on lui demande, faire tourner les globes aussi. Et il y a au-dessus de la partie supérieure, c'est une toile plâtrée, recouverte d'une dernière toile plus fine qui enrobe le tout pour pouvoir accueillir les peintures. Malheureusement pour eux, on va revenir évidemment sur leur décor, malheureusement pour eux, les grands globes sont terminés en 1683. Et il se trouve que c'est l'année de la mort de Colbert. Et que cette mort va sans doute bousculer l'existence des globes, puisque l'heure n'est plus aux cadeaux de prestige ni aux réjouissances flatteuses. Et les globes ne vont finalement être offerts vraiment à Louis XIV que 20 ans après leur réalisation. Le roi demande alors qu'ils soient installés avec une galerie surélevée et une lunette pour voir les détails par Jules Hardouin-Mansart en 1704 dans 2 des pavillons du château de Marly, qui, comme vous savez, avait 12 petits pavillons dans son parc pour que les visiteurs puissent avoir des bed and breakfast chez eux quand ils étaient en visite chez le roi. Et à Marly, le roi ne reçoit que des visiteurs choisis, donc c'est vraiment son domaine personnel. Donc on arrive en 1704 seulement à ce que les globes soient offerts réellement à Louis XIV. On ne sait pas pourquoi, mais on pense que peut-être le roi en avait assez de montrer les globes à tout le monde. En 1715, les 2 globes vont être confiés par le roi, il est temps qu'il se décide, à la Bibliothèque royale. En 1722, donc Louis XIV est décédé, en 1722, Robert de Cotte, architecte, successeur de Jules Hardouin-Mansart, qui était son beau-père, il imagine un salon des globes qui sera ouvert au public à la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1913. Ce salon des globes a duré dans la Bibliothèque nationale, donc, et les globes, à ce moment-là, sont à côté des chercheurs, dans une salle de recherche. Et ils sont considérés comme plutôt encombrants. Après, en 1913-1914, ils sont déménagés pour être mis aussi à l'abri, mais on ne sait pas très bien où les mettre. Alors, ils sont remisés dans l'orangerie du château de Versailles. L'orangerie du château de Versailles, ça veut dire un lieu pas tellement chauffé. Et ils sont oubliés au fond de leur caisse en bois depuis 1914 jusqu'à la fin des années 1970. En 1980,
Ils réapparaissent pour figurer à la grande exposition que vous avez peut-être vue au Centre Pompidou sur les figures de la Terre. Et ensuite, ils sont montrés, c'est la diapositive que vous avez là, sous les verrières restaurées du Grand Palais. Donc vous voyez encore la grue jaune qui a permis de les transporter. Vous voyez les deux globes, le terrestre en gros plan et le céleste derrière. Ils sont surmontés d'un miroir pour que les gens qui sont en dessous, à 5 mètres ou 10 mètres en dessous, voient aussi ce qu'ils ont par-dessus et qu'on ne peut pas voir d'en bas. Et en 15 jours, il y a 500 000 visiteurs qui les voient d'un coup. Et c'est là, en quelque sorte, ce qui les a sauvés, parce qu'on s'est aperçu que c'était quand même des œuvres d'art tout à fait extraordinaires. Après avoir fait l'objet en 2007 d'un colloque scientifique, où il y avait tous les grands noms de la cartographie ancienne française, dont Monique Pelletier, ils ont été finalement installés, grâce au mécénat d'une entreprise, Natixi pour ne pas la nommer, de façon permanente, dans le hall ouest de la BNF, leurs axes inclinés. Alors on va, je crois, revoir encore l'installation sous les voûtes du Grand Palais, le globe céleste, les deux globes, on reviendra dessus. Ils sont donc installés désormais dans le hall de la BNF, leurs axes étant inclinés de 23 degrés comme notre planète par rapport à la verticale. Et désormais, tout le monde, vous et les autres, et moi, nous pouvons les approcher et les voir. Il y a aussi un très beau DVD qui a été fait à partir de leur décor et que vous pouvez acheter pour le plaisir. Il n'est pas nécessaire d'être spécialiste en cartographie ancienne pour que ces grands objets suscitent notre étonnement et notre admiration. Leur fond, unifié par de magnifiques camaïeux de bleu pour le globe céleste, comme vous voyez, et peint de bleu, de blanc et de figures plus colorées pour le globe terrestre qu'on verra plus tard, porte la représentation de tout ce que l'astronomie et la géographie du XVIIe siècle connaissaient, et même, comme on va le voir, un peu de ce que cette dernière, la géographie, ne connaissait pas très bien. Le globe céleste, dédicacé à Louis XIV, donc, montre le ciel tel qu'il se trouvait lors de la naissance du grand roi, le 5 septembre 1638. Il porte toutes les constellations connues sous leur nom mythologique, donc la balance, la grue, etc. Moi je ne les connais pas, hein, alors les bestioles en question. Donc les noms sont ceux qu'on entend quand on regarde le zodiaque, etc. Donc elles sont marquées, hein, les constellations sont connues sous leur nom et marquées sous leur nom mythologique. Les étoiles sont indiquées selon leur grandeur. Alors elles sont marquées par des clous en cuivre, et il y en a quand même près de 2000. Les comètes sont identifiées et peintes là où on les a vues. Et toutes ces connaissances correspondent à l'époque à ce qu'en disent les astronomes, en particulier Philippe de La Hire, qui est un très grand savant, membre de l'Académie des sciences, qui a participé à l'installation des globes, même à Marly. Le disque solaire peut être déplacé sur le plan de l'écliptique, et les noms des constellations sont soigneusement écrits en latin, en grec et en arabe, ce qui est quand même étonnant. Les autres observations, quand il y en a, sont écrites en français. Et il y a même eu une mise à jour, on ne sait pas d'où elle sort, mais il y a une comète qui a été vue en 1781 et qui est portée sur le globe céleste, elle toute seule, à être de cette époque. Le seul peintre attesté ayant œuvré sur ce globe est Jean-Baptiste Corneille, parmi d'autres dont on ne sait rien. Alors les qualités esthétiques de cette carte du ciel sont jugées dès l'origine par les contemporains comme plus remarquables que son apport scientifique. Dès l'origine, si on peut dire, elles ont été fortement critiquées et de façon un peu amène.
En ce qui concerne le globe terrestre, on va revenir sur lui maintenant. César d'Estrées accompagne son cadeau au roi de la dédicace suivante. Alors ça, c'est le beau langage du XVIIe. À l'auguste majesté de Louis le Grand, l'invincible, l'heureux, le sage, le conquérant. César, cardinal d'Estrées, a consacré ce globe terrestre pour rendre un continuel hommage à sa gloire et à ses héroïques vertus, en montrant les pays où 1000 grandes actions ont été exécutées, et par lui-même, et par ses ordres, à l'étonnement de tant de nations qu'il aurait pu soumettre à son empire si sa modération n'eût arrêté le cours de ses conquêtes et prescrit des bornes à sa valeur plus grande encore que sa fortune. 1683. Cet ouvrage, c'est la fin de la dédicace, cet ouvrage a été inventé et achevé par le père Coronelli de l'ordre des mineurs conventuels, c'est-à-dire des franciscains vénitiens. Alors ce globe terrestre correspond aux dernières données réunies depuis le début du XVIIe siècle par le grand cartographe Nicolas Sanson d'Abbeville. Je vous donne ces dates, 1600-1667, géographe d'abord de Louis XIII et de Richelieu, puis de Louis XIV, et par les cartographes hollandais, dont surtout Blaeu, qui est mort en 1638. Et comme vous voyez, on est plutôt impressionné par les Hollandais, dont on a un magnifique vaisseau grand format, et puis tous les petits bateaux qui sont à côté sont une sorte de melting pot de tout ce qui est sur l'ensemble du globe terrestre. C'est un montage fait par la Bibliothèque nationale. Donc la géographie de l'époque, c'est celle de Sanson et de Blaeu, c'est-à-dire la belle géographie du XVIIe siècle, et elle rend compte aussi de quelques compléments d'information. Par exemple, on a une représentation de l'exploration du Mississippi par Cavelier de la Salle. Donc on est tout à fait de ce côté-là, sur le globe terrestre, on est presque à jour. Tout cela et les renseignements sont collectés par Coronelli, qui était quand même un grand géographe, et augmentés en quelque sorte, les renseignements sont augmentés par l'entourage de Colbert. C'est-à-dire qu'il y a même des ministres de Louis XIV qui fournissent des renseignements à Coronelli pour qu'il puisse les faire figurer sur sa carte. Mais en revanche, on reprochera tout de suite à Coronelli de ne pas avoir tenu compte de la belle carte que Cassini, qui vient de prendre la direction de l'observatoire, qui est tout neuf, a fait tracer sur le sol de l'observatoire en 1682, cette carte qui était tenue à jour au fur et à mesure des découvertes. Alors là, les savants contemporains déploreront le manque d'informations de Coronelli et le condamneront vraiment. Ce globe terrestre, il convient de le regarder au sens propre de plus près que le globe céleste. Il comporte, c'est ça qui est très original, beaucoup plus de textes et raconte en cartouche ou en image beaucoup plus d'histoires, certaines complètement imaginaires, que son pendant céleste. Les terres, comme les mers, foisonnent d'activités. Alors Coronelli n'a pas travaillé tout seul, on le voit bien, rien que dans ses dessins de bateaux. Il a confié le travail soit à des cartographes comme lui, c'est-à-dire on devine un carroyage qui a permis de dresser les cartes des différents continents, et pour les dessins qu'il a fait ajouter, par exemple ces bateaux, mais aussi, vous voyez, des cartouches tout à fait extraordinaires, pour les figures en tout cas, il a fait appel à des grands peintres, soit des spécialistes de la marine, comme on a vu pour les bateaux, parce que ce n'est pas des inventions, soit des grands peintres dont Mignard, Claude Audran et autres élèves de Charles Lebrun. Donc il s'est vraiment très très bien entouré pour ce qui est des artistes qui l'ont aidé. Le buste du roi, qui est quelque part dans les 4 continents, là, il est en bas à gauche, mais la photo ne pouvait pas le mettre. Le buste du roi est accompagné donc de figures
allégorique qui personnifie les arts, le commerce, les sciences, les techniques. Les 4 continents sont incarnés par 2 femmes et 2 hommes sauvages, et qui personnifient les arts, les techniques et les sciences. Tout ce qu'on savait, enfin ce que Coronelli ignorait, il va l'inventer. C'est ça qui est très amusant, puisque toute la Terre n'est pas encore totalement découverte ni totalement bien connue. Ainsi, du Japon, le Japon est assez bizarre sur le grand globe, où on ne sait pas non plus très bien d'où vient le Nil, dont les sources seront découvertes bien plus tard au XIXe siècle. Donc il y a quelques hésitations dans les localisations. Mais ce qui est aujourd'hui le plus étonnant, ce sont des encadrés qui commentent des connaissances sur les contrées lointaines ou inventent des rêves occidentaux. Je vous ai mis là-haut la pêche des perles, vous voyez le cartouche. La naissance des perles au sein de la coquille des huîtres, ça vaut le déplacement. Le récit, oui, pardon, le récit qui est dans ce cartouche vous raconte que pour faire des perles, les huîtres viennent du fond de l'océan, montent du fond de l'océan, s'ouvrent, avalent une goutte d'eau, repartent au fond de l'océan et vont fabriquer leurs perles au fond de l'océan. Et il faudra donc aller les chercher. Et alors il y a une saison pour les pêcher en plus. C'est seulement entre tel mois et tel mois. Alors ça c'est extraordinaire parce que je pense que Coronelli n'avait jamais vu une perle de sa vie. Il y a aussi d'autres rêves ou d'autres hypothèses. Donc la naissance des perles, je trouve que c'est la plus jolie. Mais il y a aussi la présence hypothétique d'une terre australe. Alors je ne sais pas si on la voit pas un peu là-dedans, non ? Il faudrait que je vous repasse le... Acheté, là. Il faudrait qu'on repasse le globe terrestre si on a 5 secondes. Vous voyez, voilà. Alors, dans le tout à fait 5 minutes, il reste, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, il y a une terre australe qui est une des grandes questions de la cartographie au XVIIe siècle. Hein. C'est-à-dire au bout de l'Afrique, là, tout en bas, de près du pôle sud, on invente une terre. Ça, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Oui, mais enfin, vous connaissez la boule. Bon, alors, tant pis pour nous. La terre australe, elle est au bout, elle est au pôle, quand même. Alors que ce soit l'Amérique ou l'Afrique, c'est pareil. Donc, la terre australe, c'est quelque chose c'est une hypothèse. Personne ne la connaît, personne ne l'a vue, mais dans les théories cartographiques, elle existe parce qu'elle permet d'équilibrer la Terre, qui est une boule, qui doit tourner, et il ne faut pas que tout ce qui est au nord dérange ce qui est au sud. Il faut qu'il y ait un équilibre, sinon la boule va se casser la figure. Alors ça, c'est très très joli, parce qu'on a mis très longtemps avant d'abord d'aller explorer ça, et puis de vérifier que c'était juste le pôle sud et la glace qui va avec. Donc cette terre australe, elle est, je ne sais pas si on la revoit quelque part, quand même, je suis désolée de ne pas vous la retrouver. Avant on la voit. Si, des bons. Ah, elle est peut-être là, oui. Là, voilà. Oui, mais alors là, il faut vraiment se tordre la tête, hein, ça fait rien. Vous êtes plein de bonne volonté pour voir la terre australe. Donc, ce qui est très très joli, c'est que, comme on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dessus, on dessine, enfin, Coronelli a fait dessiner des pactages, des ballots, bien entourés, avec Mercure à côté, parce que Mercure, c'est le dieu du commerce et des inventions. Donc, il a fait mettre des ballots sur les richesses qu'on pourrait en tirer, si on y allait. Je trouve que c'est assez extraordinaire. En fait, au total, et mes 3 minutes sont finies, il y a 600 textes, 600 petits textes sur ce globe terrestre.
Et on sait qu'il pourrait être l'œuvre de François Charpentier, qui est un très grand peintre et qui écrivait des tas de choses extraordinaires et qui a travaillé dans les grands appartements de Versailles. Et heureusement, le garde du globe terrestre du début donc du XVIIIe siècle avait fait recopier à Marly tous ces textes pour qu'ils ne soient pas perdus, parce qu'ils se sont en partie effacés relativement vite. Ça, c'est que de la peinture, hein. Donc, parce que tous les globes sont manuscrits, hein. C'est uniquement, il n'y a aucune page imprimée dessus. Donc, c'est tout fait main, et les écritures avaient tendance à disparaître. Voilà, en conclusion, nous ne pouvons que nous réjouir de ce cadeau exceptionnel fait par l'évêque de Lens, César d'Estrées, au roi Louis XIV. Son obsolescence, qui est presque contemporaine de l'existence même de ces globes, ne lui enlève aucune qualité. Sa réalisation et sa conservation reste un sujet d'admiration. Aujourd'hui, les globes de Coronelli constituent pour Lens, me semble-t-il, un sujet de fierté légitime, et ils sont à Paris les parfaits ambassadeurs du beau XVIIe siècle. Merci. Ben oui, je vous montre quand même les dernières images. Ça, c'est mon don avec les images. Vous savez, je suis très fort. Voilà, alors il y a